J'espère que vous allez bien des deux côtés de l'Atlantique. Donc, je me présente. Mon nom est Julia Robert-Jean-Verdon. Je suis responsable des communications et de la médiation numérique à Artenso. Donc, j'ai joint l'équipe assez récemment, le mois dernier. Et donc, avant de débuter, je dois vous informer que nous allons enregistrer cette rencontre qui sera ensuite archivée en ligne dans notre maison virtuelle de la médiation culturelle qui se trouve en fait sur la plateforme Padlet. Donc, je transférerai un lien sur l'événement Facebook et sur nos autres plateformes. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit captée, il suffira simplement d'éteindre votre caméra pendant l'enregistrement. Donc, alors, au nom de toute l'équipe du Centre Artenso, je suis très heureuse de vous accueillir à cette troisième et dernière édition des Midi Réseaux, notre série de conversations croisées sur la médiation culturelle avec des figurantes dans différents réseaux francophones. Autour de la grande thématique du temps de l'engagement, cette série, vous vous souvenez, s'est déroulée depuis mars sous forme de conversations à relais. Pour la première édition, nous avons eu le plaisir d'accueillir Daniel Fizet, commissaire à la Fondation Phi, qui lui-même a invité en avril un duo d'artistes-chercheurs de Genève, Micro-Sillon. Et ce dernier invite à son tour pour cette troisième conversation d'aujourd'hui, Marie Preston, artiste-chercheur basée à Paris. Alors voilà, je vous présente Marianne et Olivier du collectif Micro-Sillon. Ils mèneront ensuite l'échange avec Marie pour quelques 30 minutes. Nous garderons ensuite une période de questions et d'échanges à la fin d'environ 20 minutes. Alors, Marianne Guarino-Huet et Olivier Desvoignes forment le collectif Sillon qui développe depuis 2005 des projets artistiques collaboratifs engagés dans une réflexion sociale et citoyenne en s'appuyant sur des stratégies issues des pédagogies critiques et féministes. Ces projets soulèvent la question du rôle de l'artiste dans la société comme possible agent de sa transformation. Micro-Sillon est actuellement responsable du master trans, pratique artistique socialement engagée à la HED Genève. Marianne et Olivier ont obtenu des doctorats du Chelsea College of Arts et ont participé à plusieurs projets de recherche soutenus par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Le collectif est également membre du groupe de recherche international Another Roadmap for Education, qui regroupe artistes, éducateurs, éducatrices, chercheurs et chercheuses dans le domaine de l'éducation artistique et de la médiation. Alors voilà, je leur... Merci beaucoup, Julia, pour cette présentation et encore une fois, ravie de vous retrouver sur ce Midi Réseau et de passer le relais cette fois à Marie Preston, qui est une artiste que nous avons eu l'occasion de croiser plusieurs fois, notamment dans nos rôles d'enseignante et d'enseignants. Et ça nous a semblé intéressant et important d'entendre ce qu'elle pouvait justement avoir à dire par rapport à la fois à sa pratique et à ses recherches autour de cette question de l'engagement. Marie Preston, elle est artiste, on vient de le dire, elle est enseignante-chercheuse à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, depuis 2013, et elle est membre d'une équipe de recherche qui s'appelle TIMD, Théorie, Expérimentation, Art, Média et Design. Et dans cette équipe, elle est notamment porteuse d'un axe de recherche qui s'intitule Sphère publique, qui prend comme terrain d'exploration et d'expérimentation artistique les lieux publics, l'espace social, matériel et symbolique. Depuis 2003, elle envisage son travail comme une recherche visant à créer des œuvres et des documents d'expérience avec les personnes qu'elle rencontre, qu'elle définit a priori comme non-artistes. Sa démarche est une exploration artistique et ethnographique qui implique de co-créer l'œuvre avec les personnes concernées. Dans son travail, le processus de création implique toujours une forme de tâtonnement méthodique pour à chaque fois se positionner à la bonne distance pour co-construire l'œuvre avec les personnes concernées de la manière la plus appropriée possible. Et pour qu'une telle co-création puisse avoir lieu, la coopération doit instaurer, d'après elle, un rapport de réciprocité entre les personnes impliquées, entre les savoirs et les savoir-faire de chacune et chacun. Et c'est seulement ainsi que peut émerger véritablement un espace commun. Ce terme de commun qui est très important, je crois, dans la pratique de Marie, comme on va l'entendre. Marie s'intéresse à la pédagogie, à la conversation, à la notion d'autonomie, à l'écologie autant environnementale que sociale. Et elle a présenté son travail dans des expositions personnelles, notamment au Centre d'art de la Ferme du Buisson en 2019 ou à Main d'œuvre en 2014. Elle a co-dirigé l'ouvrage Co-création avec Céline Poulain et en collaboration avec Stéphanie Hérault,
ouvrage publié par les éditions Empire et le CAC-Bretigny en 2019. Son livre « Inventer l'école, penser la co-création » sortira cet automne, publié par Tombolo Press et le CAC-Bretigny. Voilà, on se réjouit beaucoup de cet échange. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté cette invitation à poursuivre les dialogues croisés. Et je redonne la parole à Marianne pour une première question. Merci, Olivier. On a donc revu à l'occasion de cette invitation la pratique de Marie et un des points communs qu'on a identifié avec notre propre pratique, c'est vraiment cette idée de faire en commun. Comme Olivier le soulignait, c'est une notion qui est mise en jeu dans ta pratique, qui est centrale. Et on aimerait un peu t'entendre sur la façon dont les institutions culturelles dans lesquelles tu es invité, dans lesquelles tu interviens, font travailler cette question du commun, notamment en sachant qu'on est dans une situation où le milieu artistique est globalement compétitif, et comment cette idée qu'on peut faire avec des non-artistes est-elle perçue, et quelle place finalement on peut trouver pour cela dans les institutions d'art contemporain. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation au réseau et également à Marianne et Olivier. J'entendais quelqu'un parler en même temps, c'est pour ça que je me suis permis de l'interrompre. Il y a un micro ouvert, oui, quelque part, je ne sais pas où, je n'ai pas identifié. Ouais, je pense que ce n'est plus le cas. Et oui, d'accord. Merci pour cette question. Effectivement, la question du commun est assez centrale. Et avant de répondre précisément à la question que vous m'adressez concernant les institutions, c'était important pour moi de définir ce que j'entendais par commun et comment ça fonctionne dans ma pratique, puisque ça correspond à ce que vous m'adressez. La question du commun, en réalité, je la pense comme une construction qui suppose la coopération sociale, c'est-à-dire que le commun ne préexiste pas aux actions engagées, mais est considéré comme un horizon. Donc ça va un peu à contre-courant des expressions communes comme avoir des choses en commun. Là, l'idée, c'est plutôt que ce qu'on a en commun, c'est justement nos différences portées par nos singularités. Et ça rejoint la pensée de John Dewey pour qui pense la communauté comme la communauté de l'action, la communauté en action, par l'action. Donc ça, c'était important. J'avais également mis une citation que je voulais partager avec vous, donc je me permets de partager l'écran, qui est une citation qui va dans le même sens que Dewey, qui est celle d'une philosophe spécialiste de Foucault qui s'appelle Judith Revel, qui dit que le commun est ce qu'il s'agit politiquement de construire à travers l'instauration de nouvelles communautés, et non pas ce qui précède toujours, comme une condition de possibilité notre vivre ensemble, c'est-à-dire que notre vivre ensemble est à construire ensemble. Et donc, ce faire commun, je l'envisage dans une perspective écosophique, c'est-à-dire, c'est un terme qui a été forgé par Arne Naess au départ, philosophe de la deep écologie, puis reprise dans les années 80 par Félix Guattari, le psychanalyste, pour définir une modalité de pensée de l'écologie au croisement de l'écologie sociale, de l'écologie environnementale et de l'écologie subjective. Et donc, cette perspective écosophique m'engage à penser le faire commun, donc d'un point de vue social comme sous forme de la coopération, d'un point de vue subjectif, parce qu'il me semble que nos pratiques sont des lieux d'expérimentation de la mobilité de nos identités, qu'être au travail artistiquement avec d'autres conduit sans cesse à se rendre compte de ces déplacements et de cette invention de subjectivité, de nouvelles subjectivités. Et puis d'un point de vue environnemental, eh bien, il s'agit de penser ce faire commun dans une perspective de préservation à la fois de nos biens communs, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des communaux, mais également des ressources et des biens communs. C'est-à-dire contre la privatisation du vivant, qui me semble être un des objets de travail actuels vraiment importants.
et donc qui élargit la question de la coopération, non plus seulement entre humains, mais avec des non-humains dans une perspective de la pensée de Donna Haraway et de notre être symbiotique par nature. Voilà, je m'étais dit que ce serait l'opportunité de vous montrer 2-3 images également pour engager cette discussion et puis début de réponse. Un pain, enfin 2 pains réalisés avec un groupe, un atelier autour, enfin qui s'appelle les ateliers du pain commun, qui existe depuis un peu plus de 2 ans que j'ai initié. Et donc là, l'idée, c'était de représenter justement ce commun qui n'est pas un personnage à une tête. Il y avait ce jeu de mots comme un, et ben non, c'est pas justement comme un, on est plusieurs, même si on agit ensemble. Et puis un autre objet qui est un sac à cheminée, créé avec 2 personnes qui participent aux ateliers du pain commun, qui a été offert à un meunier et réalisé en collaboration avec une paysanne boulangère pour transporter les grains des semences paysannes qui sont cultivées par cette personne pour faire un pain voilà, de qualité, biologique et respectueux du vivant. Voilà, et ensuite, pour ce qui est de... Je vais arrêter le partage parce que c'est gênant, je trouve, de pas se voir. Je pense que je vais faire des allées et venues entre partage et vous voir. Et ensuite, se faire commun, comment il se joue comment il s'engage dans la pratique, il suppose en fait certains présupposés. Le premier, c'est l'égalité des intelligences, c'est-à-dire que toutes les personnes qui forment le groupe hétérogène qui va engager la pratique, on est égal en intelligence, hein, selon ce que la pensée, ce qui a été théorisé par Jacques Rancière. Mais également, je reviens sur cette formulation que j'emploie sur la coopération avec des personnes non artistes. En fait, il faut entendre ça comme le fait qu'un autre présupposé est que la fonction artistique ne se superpose pas au statut des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on est le seul à pouvoir évidemment agir artistiquement. Donc vraiment, de commencer en supposant que cette fonction artistique n'est pas superposée au statut, ce qui est justement un des points sur les questions institutionnelles qui est vraiment à travailler et qui l'a été par la pédagogie et la psychiatrie institutionnelle depuis les années 70. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que j'ai travaillées au sein d'un ouvrage dont il a été question tout à l'heure, hein, l'ouvrage Co-création, qui est important sur ces questions de faire commun et d'explicitation de tout ça. Donc c'est un travail de recherche voilà, qui a été publié en 2019 avec un certain nombre de coopératrices, coopérateurs qui ont participé. Et ce livre nous a engagés à continuer la réflexion sur le fait que ce sont également des pratiques qui sont des pratiques d'invention institutionnelle. Donc ça, c'est... et donc se faire commun y participe. Et je sais qu'il en a été question lors de votre présentation, Marianne et Olivier, que ce sont ces pratiques coopératives qui engagent des gestes instituants, c'est-à-dire des gestes qui tentent d'inventer de nouvelles manières d'être ensemble et en dialectique avec des gestes qui seraient institués, c'est-à-dire imposés finalement par l'institution entendue au sens de lieu de normatisation des règles de vivre ensemble et d'être ensemble, à tout point de vue. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui continue de... il me semble que voilà, c'est sur toutes ces directions, quand j'ai entendu faire commun, que ça s'est déployé. Et donc après, par rapport aux institutions artistiques et leurs invitations et comment tout ça est rendu possible, je dois dire qu'aujourd'hui, en France, on traverse une période d'institutionnalisation des pratiques de coopération et de co-création, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et je pense qu'on est bien en retard de ce qui se fait, par exemple, au Canada, ça c'est absolument certain.
Et donc, cette période d'institutionnalisation font que les institutions artistiques commencent à s'interroger sur le statut de ces pratiques qui engagent voilà, des amateurs, des amatrices, d'autres personnes que simplement les artistes qu'ils invitaient habituellement. Et donc, pour ma part, j'ai la chance et eu la chance de travailler depuis fort longtemps, plus d'une quinzaine d'années, avec Céline Poulain, qui aujourd'hui est en direction dirige un centre d'art qui s'appelle le CAC Bretigny. Donc, on a été co-éditrice de co-création. On continue de travailler ensemble. Et c'est par exemple une personne qui est engagée depuis très longtemps sur ces questions, ou le MACVAL, le musée de Vitry, le musée d'art contemporain de Vitry, et dernièrement à la ferme du Buisson. Voilà, donc j'ai, en tout cas, dans ma pratique, identifié des lieux qui sont engagés sur ces questions de manière très profonde. Et qu'est-ce que ça engage? Eh bien, ça engage en premier lieu d'accepter, mais c'est ce dont vous avez parlé la dernière fois, une temporalité longue, c'est-à-dire des projets qui engagent une durée importante, c'est-à-dire en tout cas plus que 3 mois, qui est ici un peu le format entendu pour une action de médiation ou d'une œuvre de co-création, donc une durée longue qui peut engager plusieurs années. Cette durée, elle permet la création de la relation, mais aussi de vivre des moments non productifs. Accepter ça aussi pour un centre d'art, c'est pas forcément évident, parce que la question de laisser un temps qui serait pas celui de la création, un temps non productif, c'est aussi un moment qui permet au groupe de se constituer en tant que groupe et d'engager une réflexion aussi sur ce qu'il est en train de vivre. Ça suppose aussi d'accepter une octorialité partagée et de le rendre visible et explicite institutionnellement. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais des noms sur des cartels, s'il s'agit d'œuvres matérielles ou sur des cartons d'invitation, ou parfois des rémunérations, enfin, voilà, que tout ça soit explicitement pris en compte et en charge. Parfois, et ça, c'est heureux, quand l'institution elle-même s'interroge sur son propre fonctionnement, donc dans la continuité de ce qu'a pu engager la critique institutionnelle et la question de ces gestes instituants-là, ils peuvent engager, les équipes peuvent accepter d'engager une réflexion sur leur fonctionnement. Et puis, aussi en décloisonnant ce qui est de l'ordre des actions de médiation et ce qui est de l'ordre les gestes, par exemple, qu'elles peuvent engager de réflexion, c'est justement en décloisonnant ces deux espaces-là, de gestes de médiation culturelle ou d'exposition plus traditionnelle. En réfléchissant à votre question, c'est ce que j'ai identifié comme pouvant être ce que ça implique pour une institution. Donc j'oublie certainement des choses, mais d'engager ces pratiques-là et de les rendre visibles et de les soutenir. Merci beaucoup pour cette réponse protéiforme. Il nous semblait que dans cette volonté justement de pousser dans l'institution des nouvelles manières de rendre ça visible et de chercher des formes instituantes de ces pratiques, tu utilises fréquemment cette notion d'espace de travail. Et puis, on avait plusieurs questions un peu groupées autour de cette notion qu'on voulait te poser. C'était dans l'exposition notamment du pain sur la planche, tu pensais l'exposition elle-même comme un espace de travail et on se demandait comment cet espace de travail il fonctionne, à quel moment du processus il est activé, est-ce qu'il y a un moment de processus préalable et l'exposition elle-même, l'espace de travail se transforme en exposition ou est-ce que ça fonctionne autrement, qu'apporte-t-il en particulier et est-ce que finalement cet espace de travail il nécessite ou il permet peut-être une médiation, puisque tu parlais de ce décloisonnement des rôles entre artistes et médiatrices ou médiateurs. Et puis, encore, comment l'exposition évolue-t-elle peut-être en fonction du travail qui se déroule dans cet espace, justement? Oui. Oui, merci, parce qu'en fait, ça, c'était une question effectivement assez centrale pour cette exposition du pain sur la planche. Donc, je vais repartager l'écran. Hop. Hop. Donc voilà, ça c'est le carton d'invitation de l'exposition. Donc vous reconnaissez la femme à plusieurs têtes, plusieurs seins et plusieurs jambes.
du pain commun. Donc cette exposition, elle regroupait deux aspects de mes recherches récentes, à la fois l'activité avec les ateliers du pain commun et une recherche sur un réseau d'expérimentation pédagogique qui a existé en France entre les années 70 et 80 qui visait à lutter contre l'échec scolaire. Donc déjà, c'est important pour moi de dire qu'il y avait ces deux aspects, puisque l'un et l'autre travaillaient du coup la question de la co-création et de la coéducation, et ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et donc, cette invitation m'a été faite alors que les ateliers du pain commun existaient déjà depuis 2 ans. Donc, pour répondre à la question du processus et comment cet espace de travail arrive au sein de l'exposition. Donc, le travail, il avait été engagé bien avant. Et le groupe était nomade, donc c'est-à-dire qu'on était très mobile. D'abord en ayant commencé au sein de l'institution, au sein d'un centre d'art qui était à Saint-Denis et qui avait motivé la création du groupe, mon invitation. Et puis progressivement, on s'est déplacé dans un local d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, dans une coopérative alimentaire, dans une amicale des locataires, un lieu qui appartient à un immeuble collectif, un lieu partagé, un centre social coopératif qui maintenant continue d'accueillir les ateliers quand ils ont lieu. Et donc, on n'avait pas forcément de production à exposer, puisque en réalité, on mange ce qu'on fait. Oui, voilà, le pain commun, ça procède plus du régime de l'activité que de l'œuvre. Donc, la question était, mais comment, et que m'a adressé d'ailleurs Julie Pellegrin, qui dirigeait le centre d'art à l'époque et qui m'invitait, est-ce que ça a du sens d'exposer ce travail et de le montrer comme ça? Et donc, il fallait, pour effectivement penser cette mobilité aussi entre les lieux institution à institution et continuer de travailler le pain commun et collectivement, penser cet espace d'exposition sans qu'il interrompe le processus et qu'au contraire, il continue de porter les ateliers. Donc c'est en ça que l'espace de travail était fondamental, et donc pour ça, il fallait construire de nouvelles œuvres. Et une nouvelle œuvre en l'occurrence qui est ce que j'ai ensuite appelé notre établi, qui sont des pétrins, une sculpture comme ça mobile qui comprend 5 pétrins et qui allait faire office d'atelier, qui allait pouvoir vraiment mettre au travail cet espace au sein de l'exposition avec les ateliers du pain commun. Donc les établis, je les ai intitulés Mai, qui est un synonyme de pétrin. Et ils sont construits, leurs mesures sont aux mesures de 5 des membres du groupe Pain commun, des ateliers du pain commun. Ils sont sur roulettes, ce qui permet de les agencer comme on veut dans l'espace d'exposition en fonction de la nature de l'atelier ou de l'activité qu'on veut y faire. Et puis, ils ont différentes tailles, hauteurs, et on avait construit aussi ces petits tabourets de manière à ce que quiconque, quelle que soit sa taille, puisse y boulanger, sachant que je me suis appuyée sur les connaissances d'un paysan boulanger, Nicolas Soupio, qui a établi une sorte de normes, de mesures pour que le pétrin soit parfaitement à la taille. Ce sont comme des pétrins personnalisés, parfaitement à la taille du corps des boulangers ou des boulangères qui les utilisent. Et donc, entre chaque pétrin, on pouvait aussi les réunir, donc en rond, comme c'est présenté à droite, de manière à pétrir ensemble en se regardant et en discutant. Et ils étaient réunis par ce que j'ai appelé des coudes, et sur chacun de ces coudes était présentée une photographie qui représentait, en fait, du coup, s'il reste quelque chose des ateliers qu'on a fait, ce sont comme des portraits de pain, et donc ils sont présentés sur les coudes, et c'est des pains un peu, disons, symboles qui ont marqué des étapes en termes de représentation, mais aussi d'activité dans les ateliers. Et puis donc voilà, pendant l'exposition, ça a été activé donc de plusieurs manières, soit par des ateliers conçus par le pain commun, donc là en l'occurrence celui-ci, qui était une conférence pétrissante, où toute la journée les invités qui sont venus faire boulanger ensemble
en écoutant deux invitées plus particulières, Christine Armango, qu'on voit ici, qui est anthropologue spécialiste des peints figuratifs et rituels, et qui a constitué une collection de peints pour le MUSEM, le musée de Marseille des cultures méditerranéennes, et également Delphine Sicard, qui est microbiologiste et qui est venue nous parler des levains. Et donc l'idée, c'était à la fois d'écouter ces conférences, de continuer de se constituer un savoir commun, en faisant un pain collectif qui était une femme debout. Et donc il y a aussi un couple de boulangers, enfin une boulangère qui est venue avec son four mobile pour cuire le pain sur place, et on a réalisé, voilà, ça c'est la femme debout qu'on a faite en pétrissant et en écoutant ce qui était la spécificité des levures, des bactéries, de leur interaction, et puis des symboles liés au pain. Voilà. Ensuite, les médiatrices du Centre d'art, mais également de la Ferme du Buisson, il y a un théâtre, il y a plein de gens qui sont venus en fait faire du pain avec des groupes accompagnés par des médiateurs et des médiatrices. Et ça, c'était une pratique peut-être pas quotidienne, mais au minimum hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pendant les mois d'expo. Et donc ça, voilà, c'est une photographie des photographies de ces actions. Et au fur et à mesure, on voit au fond là les images s'ajoutaient en fait des photographies de ce qui était réalisé par les personnes qui venaient boulanger sur place, des photos de leur pain, des photos de ce qu'ils faisaient. Et voilà, donc c'était une double modalité de participation. Et puis, il y avait un autre espace dans l'exposition qui s'appelle la Maison Imprimerie. Donc plutôt en lien avec les pédagogies étudiées dans le cadre de l'expérimentation pédagogique, qui toutes ont eu cette pratique du journal scolaire, avaient cette pratique du journal scolaire, héritière de Célestin Freinet, mais également des pédagogues libertaires de la fin du 19e siècle, où il était possible de produire des imprimés pendant l'exposition. Et donc, sans activation et au tout début de l'exposition était le lieu était comme tel. Donc il y avait des outils. Donc ça c'est une ronéotype, une impression qui fait des impressions à alcool comme on avait dans les écoles dans les années 80-90, une presse Freinet, une risographie, des exemples de journaux scolaires également, une casse Freinet, donc les plombs d'imprimerie, voilà. Et ensuite, le lieu était activé par les médiateurs, la médiatrice, mais également par des groupes de travail constitués de manière parallèle, par exemple un groupe de recherche sur les impressions, les imprimeries anarchistes, le lycée expérimental de Saint-Nazaire qui est venu travailler sur place, qui nous avait prêté la casse Freinet. Et donc progressivement, l'étagère se chargeait en fait des imprimés réalisés sur place. Et par exemple aussi le journal du pain commun, qui est un journal de bord tenu qui réunit des contributions des membres du groupe pour rendre compte du processus de création, a été imprimé aussi dans ce lieu et présenté dans l'exposition grâce à l'impression dans la maison imprimerie. Et puis il y a eu également les journaux d'exposition faits par les enfants. Voilà, il y a eu un certain nombre de publications, d'imprimés qui ont été faits dans ce cadre-là. Donc ça transformait l'exposition au fur et à mesure, voilà, pour répondre à la question comment ça fait bouger aussi l'exposition en elle-même. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette présentation de l'exposition qui, on voit bien aussi que c'est des expositions dans lesquelles on peut faire, mais aussi il y a beaucoup de choses à lire et il y a vraiment une idée aussi d'utiliser comme ça différents outils en fait pour transmettre quelque chose. Et peut-être pour terminer, avant d'ouvrir la parole à l'Assemblée, on aimerait justement un peu t'entendre sur peut-être la question de ce qui serait pour toi les conditions nécessaires
cette idée d'une coéducation véritable et comment on peut désapprendre en fait ensemble ce qu'on a pu intégrer à travers l'éducation, disons, traditionnelle, puisque là, tu montres en effet des exemples passionnants et expérimentaux et qui ont toujours cours, hein, qui sont vivants, mais qui restent malgré tout minoritaires. Et voilà, comment on arrive à se faire en commun quand on a tellement appris finalement à être plus dans une relation individuelle à l'apprentissage. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des... tu en as cité déjà un petit peu, mais est-ce qu'il y a des penseuses, des penseurs qui t'ont accompagné justement et qui t'ont permis de découvrir voilà, des outils pour arriver dans ce processus de désapprentissage? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est un mot qui te parle. Oui. En fait, je pense que l'expérience pour moi la plus marquante en termes de rapport coéducation, co-création, pour l'instant, c'est vraiment, la manière dont je l'ai le plus conscientisé, c'est l'expérience avec le pain commun, où on a en fait mené une enquête ensemble. Donc, c'est un groupe qui réunit une petite dizaine, 8-10 personnes. Qui a vraiment, où on a mené ensemble une enquête sur le pain et son écologie. Donc en fait, à la fois on menait l'enquête, c'est-à-dire on faisait ensemble, donc on apprenait des savoir-faire des unes et des autres, et puis on allait à la rencontre de personnes qui pouvaient nous informer, des professionnels de cette pratique. Je vous remontre 2-3 images que vous puissiez avoir une idée un peu de cette activité. Voilà, on est allé rencontrer des boulangers qui pétrissent pas ou qui réfléchissent au rythme de travail du boulanger, des lectures, des visites au musée, des voyages à Marseille, des lectures écoféministes ensemble. Et tout ça, en fait, m'a conduit vraiment à penser de manière sensible que c'était justement en étant dans une dynamique de co-création et de faire commun qu'on était dans une dynamique de coéducation. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de comprendre comment... ce qui avait justement de commun avec ces pratiques de coéducation telles qu'elles s'envisagent dans la sphère, disons, pédagogique, scolaire, etc., et non plus du point de vue de l'art. Et c'est ça qui a mené du coup au livre là, que vous avez évoqué, Inventer l'école, penser la co-création, et qui m'a amené à établir une liste. Donc là, le livre n'est même pas sorti, je vous donne la dernière page. La conclusion, une liste qui selon moi, établit des liens entre ces deux activités. Donc, il y a déjà le fait qu'autour d'une même table se retrouvent coopérateurs, coopératrices, coéducateurs, coéducatrices, c'est-à-dire on travaille déjà ensemble. Que le processus dans lequel ils s'engagent est constructif, c'est-à-dire que ça se construit au même titre que le commun, que les dessins, pour ne pas employer le terme projet galvaudé par le capitalisme, est indéterminé, c'est-à-dire on ne sait pas au préalable ce qu'on va faire ensemble, au même titre que dans ces pédagogies-là, ça se construit à partir des personnes présentes. Oui, et coopératif, pas constructif, le deuxième, pardon, j'ai inversé. Quels ils sont impliqués, ils ne font pas semblant, comme ça peut être le cas dans certaines pratiques participatives, mais aussi dans l'apprentissage où on fait semblant d'apprendre, on apprend pour plus tard au lieu d'apprendre pour maintenant et dans notre situation actuelle. Que les objets qui ont créé sont des objets forts, médiateurs et dotés d'agentivité sur le groupe et son milieu. Donc que la communauté est définie par une activité commune, ça c'est aussi ce que j'ai déjà dit, que leur organisation est élaborée et prise en charge collectivement de manière responsable, qu'ils coopèrent en partageant les tâches et en refusant la hiérarchie, que leur réunion est un laboratoire d'autogestion. La question de la gestion collective du projet, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui, à mon sens, est vraiment ce lieu du désapprentissage aussi, tel que vous l'énoncez, et que ça permet aussi l'analyse collective de la pratique, que les fonctions ne se superposent pas au statut, et que le groupe hétérogène existe physiquement, affectivement et intellectuellement, ce qui suppose aussi
que le groupe a une réalité qui n'est pas juste théorique, qui engage aussi des affects. Et donc, sur cette question du désapprentissage, en fait, c'est pas vraiment un terme que j'emploie parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'on a à désapprendre. J'ai plutôt l'impression qu'on a à accumuler les différentes façons d'apprendre pour les choisir dans les situations données. Et je pense qu'au fond, c'est beaucoup plus facile de le faire dans un cadre pédagogique que dans un cadre artistique. Parce que dans un cadre pédagogique, même si l'institution scolaire présente des tas de difficultés où c'est pas si évident de faire autrement que ce qui est imposé par la norme, au fond, si le maître ou la maîtresse pour les enfants choisit d'utiliser une méthode alternative, il a relativement ou elle a relativement le choix de le faire, en tout cas vis-à-vis des élèves. Il imposera sa méthode et les choses se feront de manière peut-être émancipatrice pour l'élève, mais ce sera imposé. Alors qu'au sein d'un groupe de co-création, je trouve que c'est toujours délicat d'arriver en disant on va faire comme ça, puis vous allez voir, ça va être très bien pour tout le monde, alors qu'en fait, un des présupposés de départ est que les façons de faire se construisent aussi collectivement. Et pour autant, on ne peut pas passer des heures avant même de se connaître à discuter sur comment on va faire. Donc il y a comme ça quelque chose qui participe plutôt de l'intuition, où on tâtonne en essayant à la fois de rester très ouvert pour laisser la place nécessaire aux autres, et à la fin on est obligé de donner une direction, puisque c'est aussi ce qu'on attend de la personne qui a l'initiative de l'activité ou du projet ou de l'expérience. Et donc, je me dis que finalement, c'est comme un implicite et que progressivement, on apprend ensemble, alors soit à désapprendre, soit à apprendre autrement en faisant. Alors, on retrouve John Dewey, mais je pense qu'au fond, c'est comme ça que ça me semble le plus juste. Et pour ce qui est des pédagogues qui sont importants, oui, j'en ai cité un, Célestin Freinet. Je repartage l'écran, je vous ai mis les couvertures des livres fétiches. Naissance d'une pédagogie populaire, donc, qui est écrit par Élise Freinet, sa femme, qui l'a accompagnée toute sa vie. Aïda Vasquez et Fernand Houry, donc de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, qui est donc un groupe qui a fait scission avec le mouvement Freinet dans les années 60 pour créer une pédagogie plus en lien avec les grands ensembles et l'urbanité plutôt que le monde rural. Et puis la naissance d'une pédagogie autogestionnaire, donc de Raymond Fonvieille, qui réfléchit vraiment à ces questions d'autodétermination des élèves au sein de ces classes, et qui est assez passionnant. Très très complexe à mettre en œuvre, mais passionnant dans sa démarche. Voilà, je pense que j'ai répondu comme je le pouvais aux questions passionnantes et qui auraient demandé d'être développées plus encore. Tu as très bien répondu, et je pense que à travers ce bref échange, on a pu situer ta pratique, les outils que tu utilisais, et avec un vocabulaire aussi qui est toujours très important pour comprendre finalement la façon dont on va déployer. Alors j'aime bien ce terme de dessin, parce que c'est vrai que le terme de projet, on l'emploie un peu à tous les propos, mais en tout cas, il y a une spécificité du vocabulaire qui montre bien, en effet, en quoi on va se démarquer, comme tu disais, de démarches qui sont de l'ordre de la participation. Et on cite toujours avec Olivier cette échelle de Sherry Einstein qui gradue comme ça un peu différents degrés de participation, et on voit bien là qu'il y a vraiment cette recherche de faire commun dès le départ, en fait, de se donner cette question de l'égalité, des intelligences. Moi je trouve ça très, très intéressant et complémentaire aussi avec ce qu'on peut avoir comme référence avec Olivier. Mais on a maintenant, je crois, le temps d'ouvrir la discussion à celles qui sont dans la salle virtuelle. Et
Je ne sais pas si, Julia, vous voulez faire une modération ou comment vous voyez tout simplement, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir lever la petite main. vos caméras, lever la main électronique ou faire signe à l'écran pour qu'on puisse vous donner la parole. Ben, Thierry, Jean. Oui, merci. Merci pour la présentation, Mme Preston. D'abord, vous avez parlé de l'institutionnalisation des pratiques de coopération en France, d'une part, et ensuite, vous avez mentionné peu de temps après l'importance d'un cycle ou d'une temporalité assez longue pour mettre en place ces activités de co-création. Et ma question est peut-être un peu... essaie de relier un peu les deux. Je me demandais quelle était, en quelque sorte, l'importance de l'institutionnalisation pour rendre, disons, soit la mobilisation des participants sur cette temporalité longue plus facile ou en fait, plus accessible, ou même au niveau du financement donc de ces activités-là qui requièrent des fonds nécessairement, tout en étant conscient par ailleurs que l'institutionnalisation peut aussi limiter, disons, la portée émancipatrice de pareilles activités. Oui, merci, parce qu'effectivement, c'est une vaste question. Je pense que oui, l'engagement de l'institution sur le long terme, ça suppose effectivement qu'il dégage un budget qui permette de le faire. Ça, c'est sûr. Après, ça permet, par rapport à je pense que la dimension de co-organisation, de co-responsabilisation de l'activité par tous les contributeurs, contributrices de l'expérience permet plus facilement de tenir un projet sur le long terme. Parce que parfois, effectivement, ce dont on a peur, c'est que les personnes se désintéressent au bout d'un moment et puis ne viennent plus ou ne participent plus. Après, ça arrive que des personnes ne viennent plus ou ne participent plus et au fond, ce n'est pas grave. Je pense que ça veut dire que le projet a existé et que c'est comme ça. Après, parfois, les personnes se désengagent aussi parce que ça m'est arrivé de travailler avec des groupes où deux des participantes qui étaient sans emploi avaient obtenu des stages et donc ne pouvaient plus participer. Et donc, la question aussi d'une potentielle rémunération de ces personnes pour pallier au fait qu'elles quittent le projet avait été interrogée en fait par une sorte d'évaluation qu'on avait réalisée après coup pour réfléchir à tout ça. Donc je pense que ça peut faire l'objet de réflexion, évidemment, c'est très important. Et puis sur le fait que l'institutionnalisation de ces pratiques conduisent peuvent être un problème aussi en termes de la charge de transformation sociale qu'elle porte en fait. Pour ma part, en tout cas, le choix que je fais, et je pense que c'est ce que j'ai entendu aussi Marianne et Olivier dire lors de leur présentation, c'est-à-dire qu'au fond, on est l'institution et que c'est à nous de la réinventer. Alors évidemment, c'est énorme et il faut avoir une ambition folle pour l'imaginer. Mais en tout cas, j'ai bon espoir que par des gestes au sein d'équipes ou d'écoles, ou je ne sais pas, on peut modifier doucement les fonctionnements, mais déjà en se l'adressant à soi-même. Et puis, ça n'empêche pas une mobilité. C'est-à-dire qu'avec le pain commun, on a travaillé un an en lien avec un centre d'art qui a financé en fait une résidence pendant un an. À l'issue de cette année-là, il y avait un désir de faire autrement. Donc, on s'est dit, on arrête à cet endroit-là sans chercher à ce que ça se poursuive, alors que ça pouvait peut-être être le cas, je ne sais pas. Et donc, j'ai demandé aux contributrices, aux participantes, est-ce qu'elles ont envie de continuer? Donc, sans espace, sans argent. Moi, je suis enseignante, j'ai un salaire, donc ça me permet aussi de continuer un projet comme ça sans rémunération. Si j'ai envie de continuer à le faire, parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'y passe.
Et donc, on a postulé pour un budget participatif en lien avec la ville de Saint-Denis. Donc, en fait, on a eu une démarche de on va trouver de l'argent en tant que groupe. Et on a trouvé et on est engagé dans un projet lié à ça maintenant. Donc, on était dedans, on est ensuite dehors. Et puis, voilà, en plus, pendant ça, il y a eu l'exposition du pain sur la planche. Donc, de nouveau, rentrer dans l'institution pour ensuite en ressortir quand l'exposition se finissait. Donc, je pense qu'en fait, au départ, j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ces questions. Donc, quittons l'institution, c'est horrible, etc. Et les débats actuels portent ces questions, c'est normal. Et je pense que Mais moi, je commence à faire mon chemin comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai trouvé que ça me semblait pertinent. Question aussi de Ève Lamoureux. Alors, bonjour Marie, ça me fait plaisir de vous recroiser, même si c'est en ligne. On s'était rencontrés dans une activité de Marie Fraser à l'UQAM sur l'hospitalité. Merci pour la conférence. Je me demandais, la liste que vous nous proposez, merci de partager comme ça la synthèse de votre livre Encore à venir, c'est est-ce qu'elle peut varier selon les degrés de participation? Parce qu'on l'a vu dans votre projet, il y a le cocon, il y a le groupe de proximité, après ça, il y a des participants au sein des projets, après ça, il peut y avoir même des spectateurs qui, au moment de l'activité, deviennent un peu participants. Donc, j'aimerais ça un peu vous entendre sur la variabilité des variables, je pourrais dire, selon les degrés de proximité. Oui, bah effectivement, c'est un peu la limite de ce que je propose. C'est-à-dire qu'en fait, je pars de... au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe au sein du groupe, le cocon, en fait, ce que vous appelez le cocon. C'est ce qui porte la pratique, etc. Après, je pense qu'effectivement, il faudrait vraiment établir des distinctions parce que justement, ça avait lieu pour cette fois, ça avait lieu dans un centre d'art et qu'il y avait des activités de médiation en lien avec des œuvres. Ce qui n'est pas du tout systématiquement le cas dans mon travail, c'était même quasiment une première. Ça veut dire qu'auparavant, il y avait l'activité du groupe qui était ensuite présentée publiquement comme document d'expérience. Mais sans action participative vis-à-vis d'un public. C'est la première fois que c'est fait de manière aussi comme ça. Donc oui, il faudrait que cette liste s'affine et en même temps les groupes que j'ai... L'objet de la recherche sur le livre, c'était des groupes scolaires, c'était des écoles en fait, qui comprenaient des élèves, des parents et des enseignants. Et donc ça, c'était le cocon. Et c'est à ce cocon-là que je me suis intéressée. Mais en fait, eux aussi avaient plein de participants autour, puisque en fait, l'idée, c'était des écoles nommées ouvertes, où ne cessait de circuler la ville dans l'école dans la ville, et dans un aller-retour comme ça, dans une pensée d'une société éducatrice. Donc, au fond, voilà, donc comment est-ce que... donc voilà, je ne peux pas faire vraiment cette nouvelle liste comme ça à chaud, mais ça engagerait, je pense, la suite du travail. Même si ce qui m'intéresse, c'est le cocon. Mais j'aime pas trop le dire comme ça en même temps parce que ça paraît un peu fermé. Est-ce qu'il y avait une dernière question peut-être? On arrive à la fin de cette heure de conversation. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour clore? Ève, ok, ta main n'est plus levée, je vois. Donc, je crois que ça... Je regarde sur le chat aussi. Je crois ça clôt peut-être ce midi de discussion extrêmement riche, inspirant. Vraiment, ça donne le goût de réfléchir à tout ça, de laisser ça se poser pendant l'été. Donc, je vous remercie, Marie, d'abord, pour vraiment cette présentation extrêmement intéressante. Puis, évidemment, Marianne et Olivier pour vos interventions, votre modération, votre présence. Et bien sûr, tous les participantes et les participants qui se sont joints à nous ce midi. Donc, il s'agit de notre dernier événement public pour Artenso. Donc, pour l'année, on reprend
événements cet automne. Donc, on vous concocte une nouvelle série d'événements pour l'automne prochain. Ce sera diffusé sur nos réseaux. Donc, suivez-nous, Facebook, Instagram, un peu partout. Et l'enregistrement d'aujourd'hui sera diffusé sous peu sur notre page Facebook. Donc, vous pourrez réécouter, reprendre des notes. Et bien sûr, on suivra avec intérêt la parution de l'ouvrage de Marie Preston, Inventer l'école, penser la co-création. D'ailleurs, est-ce qu'on a une date pour cette publication? Oui, là, c'est en relecture, donc ça devrait sortir cet automne. Je pense qu'on va imprimer là, début de l'été, et puis on fera une sortie quand on ne sera plus en congé. Merveilleux. Donc, merci vraiment beaucoup de votre écoute, vos questions, votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être... ce dialogue voilà, francophone entre la Suisse, Montréal, Paris. Oui, on représente bien la francophonie, ça c'est quand même à souligner. Et oui, c'était aussi un plaisir. Merci pour cette série d'invitations. On a été vraiment très contents de prendre part à ces invitations croisées. Et on vous souhaite une bonne après-midi, soirée. Vous aussi, outre-Atlantique comme au Québec et ailleurs, dans la francophonie, dans le monde. Merci tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.